Bonjour à tous. Dans cette présentation, nous allons voir comment utiliser la plateforme Concordant pour transformer une application simple mono-utilisateur en une application collaborative. L'objectif est de transformer un jeu simple joueur en un jeu collaboratif. On prend ici comme exemple une petite application de Sudoku que nous avons développée. Je vais d'abord vous présenter le code de l'application mono-utilisateur, puis nous verrons ensemble comment la rendre collaborative. Ce que je vais vous présenter est tiré du tutoriel que vous pouvez retrouver sur le site concordant.io avec le code source de l'application avant et après modification, ainsi qu'une démo jouable de la version collaborative. On va donc partir d'un simple Sudoku. Je vous rappelle les règles. Une grille de 9 par 9 divisée en 9 blocs de 3 par 3. Une case peut contenir un chiffre de 1 à 9. Certaines sont pré-remplies et on doit remplir les autres de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc contiennent tous les chiffres une seule fois. Nous avons implémenté ce jeu sous forme d'une application React en TypeScript avec bien sûr tout l'écosystème Node.js. Le code complet est disponible sur le GitLab de l'INRIA. React est une bibliothèque JavaScript qui permet de créer une interface graphique en développant des composants réutilisables. Chaque composant gère son propre rendu et on peut facilement les combiner pour créer des interfaces complexes. Notre Sudoku est structuré en 3 composants. Le composant shell qui gère l'affichage d'une case, grid qui gère l'affichage de la grille en composant des shells, et enfin game qui gère la logique du jeu. On va commencer par le composant shell, le plus simple. Avec React, on commence par définir les props du composant, ses propriétés, c'est-à-dire les données transmises par le composant parent, en l'occurrence la grille, lors du rendu de notre composant. Ici, on transmet à la cellule son index, qui représente sa position dans la grille, sa valeur et un callback que la cellule appellera à chaque entrée de l'utilisateur. Pour les cellules pré-remplies qui ne doivent pas être modifiées, ce callback sera nul. Le dernier attribut, error, sera true si la cellule est en conflit, c'est-à-dire si le joueur a fait une erreur visible sur sa ligne, sa colonne ou son bloc. Dans ce cas, la cellule apparaîtra en rouge. La cellule elle-même est un champ input auquel on passe une fonction onChange. Le rôle de cette fonction est principalement d'appeler notre callback reçu en prop. Si onChange est appelé alors que le callback est nul, ce qui ne devrait jamais arriver, on ne fait rien. Sinon, on vérifie la validité de l'entrée avec une regexp et on appelle le callback pour mettre à jour la valeur. Le code principal du composant, c'est sa méthode render. La série de if au début sert à définir la classe du champ input pour adapter son apparence. Je vous épargne le CSS correspondant. Puis on construit un champ input limité à un caractère avec notre méthode onChange et en lecture seule si onChange est nul. Le composant grid maintenant rassemble les cellules en une grille. Il reçoit en props les valeurs des cellules à afficher et à chaque modification, il vérifie que les règles du Sudoku sont respectées et si la grille est complète. Il reçoit lui aussi un callback pour faire remonter les mises à jour. Il en attribue un tableau errors qui représente les cellules en erreur. HandleChange est le callback que l'on passe aux cellules et qui ne fait que remonter la modification au composant game. Quant à sa méthode render, elle appelle d'abord checkAll qui vérifie si la grille est valide et complète. checkAll met à jour le tableau errors et renvoie true si la grille est complète et juste. Je ne vous présente pas son code, mais vous pouvez évidemment le retrouver sur notre GitLab. Render renvoie ensuite un tableau peuplé par les méthodes renderBlock et renderShell. RenderShell construit et renvoie une shell avec le bon index, sa valeur, le callback si elle est modifiable, et son état d'erreur. RenderBlock ne fait qu'appeler renderShell pour chaque case d'un bloc, et est elle-même appelée pour chaque bloc de la grille.
Le composant game, enfin, maintient l'état du jeu. Pour chaque cellule, il contient sa valeur et un booléen qui indique si la case est modifiable ou pré-remplie. Cet état est stocké comme état du composant React. Je vous renvoie vers la documentation de React si vous voulez plus d'informations là-dessus, ce n'est pas important pour ce tutoriel. Tout ce que vous devez savoir, c'est que chaque mise à jour de cet état avec setState provoque la mise à jour de l'affichage et donc l'appel de la méthode render. Le composant game ne reçoit pas de props. Son constructeur initialise le tableau de shells avec des valeurs vides. Lorsque le composant est monté, c'est-à-dire intégré à l'affichage, React appelle la méthode componentDidMount. Celle-ci génère une grille et remplit le tableau de shells en appelant initFrom. initFrom définit les attributs value et modifiables pour chaque case et met à jour l'état React. Sa méthode render génère l'interface complète avec un bouton reset et un composant grid. Ce composant reçoit les valeurs et une méthode handleChange en callback. Le bouton appelle la méthode reset qui efface simplement toutes les cases modifiables et met à jour l'état avec setState, ce qui déclenche la mise à jour de l'affichage et l'appel de render. La méthode handleChange, elle, reçoit chaque modification, vérifie qu'elle concerne bien une cellule modifiable et met à jour l'état. Pour résumer, à chaque entrée de l'utilisateur dans une case, le champ input de la case appelle la méthode onChange du composant shell, qui vérifie la validité de l'entrée et remonte la modification au callback handleChange du composant grid, qui la remonte à son tour au callback handleChange de game. On a alors une mise à jour de l'état de game, et cette information redescend. La mise à jour de l'état provoque une mise à jour de l'affichage, avec l'appel au render de game, qui déclenche l'appel du render de grid avec le nouvel état en props, et enfin, le render de la cellule concernée avec les bons paramètres de valeur et d'erreur. Maintenant qu'on a vu le jeu mono-utilisateur, on va pouvoir le transformer en une application collaborative. L'objectif est de permettre à plusieurs personnes de jouer simultanément sur une même grille. Les joueurs peuvent se déconnecter et jouer de leur côté. Lorsqu'ils se reconnectent, leurs mises à jour sont fusionnées dans la même grille. En cas de conflit, si plusieurs joueurs ont écrit simultanément dans la même case, toutes les valeurs sont gardées. Attention, si Bob a vu la valeur qu'Alice a écrite dans une case avant d'écrire la sienne, sa modification gagne et la valeur d'Alice n'est pas conservée. Si une case contient plusieurs valeurs, c'est donc nécessairement que Bob y a écrit une valeur sans voir celle d'Alice et réciproquement. Ce qui signifie soit qu'ils ont écrit en même temps, soit que l'un d'eux a été déconnecté et que Bob n'a pas pu recevoir la valeur d'Alice avant d'écrire la sienne. La plateforme concordant permet tout ça de manière transparente. En cas de déconnexion, l'application reste jouable, sans aucun blocage, et à la reconnexion, la grille est mise à jour automatiquement et sans perte de données. La plateforme concordant est structurée en 3 modules. Le C-Service est lancé comme service worker dans le navigateur ou sur un serveur et expose une API REST. Le C-Client est la bibliothèque utilisateur qu'on va utiliser dans l'application pour interagir avec le C-Service. La C-CRDT-Lib fournit les types de CRDT pour la plateforme. La CRDT-Lib propose plusieurs types de données primitifs ainsi que des collections, avec différentes sémantiques de résolution de conflits. Dans notre cas, on a besoin de stocker la valeur des cases modifiées. Le plus simple est donc d'utiliser une map qui associe à chaque index de case sa valeur. En cas de modification concurrente, on veut garder toutes les valeurs et laisser le choix à l'utilisateur, ce qui correspond à la sémantique multivalue ou MV. On va donc utiliser une MVMap. L'état du jeu est géré par le composant game, c'est donc là qu'on va placer la MVMap. Pour pouvoir utiliser la plateforme, il faut d'abord ouvrir une session, c'est-à-dire se connecter à une base de données, puis ouvrir une collection. Dans l'état du jeu, on ajoute la MVMap. Dans une prochaine version de la plateforme, on pourra remplacer complètement le tableau de shells, mais pour l'instant, même si ça fait un peu doublon, on a besoin de garder les deux.
On ouvre cette MVMap dans le constructeur avant de l'ajouter à l'état. Notez qu'à la première ouverture, la map est vide puisqu'elle n'est pas encore synchronisée avec le serveur. Ce n'est en rien gênant, si elle existe en base de données, elle sera mise à jour localement dès réception de son état distant. Nous allons ensuite adapter les méthodes de game pour utiliser la MVMap. Dans Reset, pour toutes les cases modifiables, on propage les valeurs vides à la MVMap. Tout accès ou modification de la valeur d'un objet de la plateforme doit se faire dans une transaction. Si on l'oublie, la plateforme rejette l'opération en levant une exception. La transaction s'exécute avec un certain niveau de cohérence, qui doit être passé en paramètres. Ici, None, le seul niveau supporté par la plateforme pour le moment. Dans Handle Change, la modification est propagée de la même manière. Les mises à jour en provenance du serveur sont téléchargées en arrière-plan. Mais pour éviter les conflits avec des modifications locales concurrentes, elles ne sont pas directement fusionnées avec les objets ouverts. La fusion doit être explicitement demandée par l'application en dehors des transactions. C'est ce qu'on appelle un pull dans l'API du C-client. Pour l'instant, l'application ne peut pas savoir quand une nouvelle version a été reçue. On doit faire du polling, c'est-à-dire qu'elle doit faire des pulls régulièrement. La prochaine version de la plateforme Concordant sera capable de notifier directement l'application quand une nouvelle version est disponible. Pour cette version, on met donc en place un temporisateur qui appelle, toutes les 3 secondes, une méthode pullGrid. On lance ce timer quand le composant est monté et on le stoppe quand le composant est démonté. La méthode pullGrid met à jour la MVMap avec la dernière version reçue. Elle propage ensuite l'état dans le tableau de Shells, ce qui nécessite de lancer une transaction pour lire le contenu de la MVMap. Si une cellule contient plusieurs valeurs, parce que des modifications concurrentes ont été faites, les valeurs sont concaténées par la méthode hsetToString et toutes affichées dans la cellule. C'est tout pour le composant Game. Comme vous le voyez, le polling est pour l'instant la partie la plus compliquée et elle ne sera bientôt plus nécessaire. Les composants Grid et Shell ne gèrent que de l'affichage et ne touchent jamais directement à l'état. Il n'y a donc rien à modifier dans ces composants. Pour conclure, vous avez vu une manière rapide et facile de transformer une application mono-utilisateur en une appli collaborative qui supporte la déconnexion en utilisant la plateforme Concordant. Vous pouvez essayer le résultat avec notre démo jouable sur demo.concordant.io avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Le code complet des versions mono-utilisateur et collaborative est sur notre GitLab. Vous y trouverez aussi la démo et le code de notre éditeur de texte Markdown collaboratif qui stocke son contenu dans un RGA, un CRDT qui représente un tableau. La plateforme Concordant est disponible en paquet NPM et Maven. N'hésitez pas à l'essayer. Si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par la plateforme Concordant, vous pouvez nous contacter directement sur support@concordant.io. Tout retour est bienvenu. Bonne journée et bon code.